السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو لقاكم في صحه جيده. دائما مع ما قيل في الصحافه الفرنسيه، وهذا الشيء يعني العلاقه بين فرنسا والمغرب والجزائر والمغرب العربي بصفه عامه، يعني مازال الكلام على هذه العلاقه المعقده صراحه. في هذا الفيديو غنشوفوا جوج مقاطع. واحد المقطع كيتكلموا على ما بعد الزلزال بين يعني الزلزال الدبلوماسي والسياسي في العلاقات ما بين المغرب وفرنسا في واحد البلاطو التحليل ديالو، وكذلك وهذا المقطع المهم في بلاطو جمع غير المفكرين وزير فرنسي سابق بيير لولوش معروف، ومحلل جيوسياسي تونسي وجزائري مفرنس بهذا المعنى، وكذلك يعني عسكري قديم في الجيش الفرنسي، كيحلوا العلاقه بين فرنسا ودول المغرب العربي الكبير بطبيعه الحال. وهنا غتجي بعض الكلام، لانه الجلسه طويله جدا، حاولت ناخذ منها غير بعض المقاطع اللي كتهم المغرب، يعني بعض الكلام على المغرب يعني كمملكه قديمه وتختلف على الدول الجوار. خليكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير. بطبيعه الحال اذا كنتي اول مره كتجي القناه دعمنا بواحد اللايك واشتراك، وكنتسنى التعليق ديالك، ضروري تعطينا التعليق ديالك. وبطبيعه الحال شكرا للناس اللي كيديروا لايك قبل ما يسالي الفيديو. خليكم تشوفوا جوج مقاطع ونتلاقاو في الاخير نشوفوا بعض التفاصيل وبعض القراءات لهاد التصريحات. Qu'il y a une brouille diplomatique entre la France, et pas complètement nouveau, et le Maroc. Arlette Chabot, les relations sont compliquées au plus haut niveau. Elles sont très mauvaises. Il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc en France depuis le mois de février dernier. Il y a plusieurs explications, plusieurs affaires. Il y a eu le problème des visas, vous vous souvenez, réduction de visas, c'était la menace de Gérald Darmanin si notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ne reprenaient pas leurs ressortissants expulsés de France. Ça, c'était, les Marocains sont vexés. Puis surtout, il y a le problème du Sahara occidental. La France a voulu, et c'est le choix d'Emmanuel Macron, d'abord tenter de se réconcilier avec l'Algérie. Donc pas question sur le Sahara de reconnaître la souveraineté marocaine. Donc la France n'a pas réussi à se réconcilier avec l'Algérie et s'est brouillée avec le Maroc. Il y a d'autres affaires, une affaire de tentative de corruption dénoncée au Parlement européen. Bref, tout ça fait beaucoup. Tout ça fait beaucoup, affaire d'espionnage. Il y a un énorme contentieux. La ministre des Affaires étrangères est allée au Maroc au mois de décembre dernier pour essayer de réconcilier les deux pays. On attendait une visite d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est retourné en Algérie. La visite au Maroc a été annulée. Donc les relations ne sont pas mauvaises, elles sont exécrables. Oui, et c'est sans doute ce qui explique que la France, enfin le Maroc ne demande pas officiellement. Le Maroc ne demande pas officiellement. Alors il y a des problèmes d'organisation des secours traditionnels. Oui, c'est compliqué toujours. On ne veut pas qu'il y ait non plus trop de secouristes pour qu'il y ait des embouteillages et que ce soit bien organisé. Les Français sont prêts, mais en tout cas, il n'y a pas effectivement la demande marocaine, et je pense que le Maroc acceptera sans doute l'aide d'associations, notamment Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, qui ont lancé beaucoup d'opérations. En revanche, l'aide officielle de la France, c'est pas sûr qu'effectivement elle soit demandée, en tout cas pas dans l'immédiat. Oui, c'est un mauvais signe, en tout cas, mauvais signal, hein, Éric Revel. Oui, bien sûr. Alors, ça va même plus loin que ça. Moi, je parlerais d'humiliation, en fait. Parce que il y a une liste de 60 pays hier soir qui proposaient leur aide au Maroc. Le Maroc a fait un choix, pour l'instant, de 4 pays. On pouvait se dire, compte tenu des liens Espagne, Grande-Bretagne, Émirats Arabes Unis et Qatar. Et même la Tchéquie, je crois, qui va pouvoir. Mais compte tenu des liens historiques, on pouvait imaginer que la France serait sur cette liste-là. Parce qu'il y a beaucoup de binationaux, il y a beaucoup de Marocains qui vivent en France, il y a beaucoup de Français qui vivent au Maroc. Bien sûr. Le Maroc était un protectorat. Eh bien non, en fait. Donc le fait d'exclure la France des pays qui pourraient aider le Maroc dans ce drame absolu, hein, des milliers de morts, le fait qu'on soit exclu, c'est un nouveau coup de griffe terrible. Même si je mets pas les deux sur le même plateau, si vous voulez, la mort de ces gens, le tremblement de terre et les relations diplomatiques. Mais quand même, on est fâché, je le rappelle, au Maghreb, on est fâché avec tout le monde. On est fâché avec l'Algérie, on est fâché avec le Maroc, on est fâché avec la Tunisie, on est fâché avec tout le monde. Ça, c'est quand même le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. C'est que Emmanuel Macron, ce bilan diplomatique, vous savez déjà démarré avant, quand même, Arlette Chabot. Non, les relations étaient bonnes, au fond, et ça avait plutôt pas trop mal démarré pendant la campagne présidentielle. Emmanuel Macron et le Maroc. Après, encore une fois, il y a le choix du président de la République, le pari de réconcilier France et Algérie, de tourner la page de
l'histoire. Ouais. Il a fait alors beaucoup que l'Algérie et le Maroc ne s'entendent pas. Voilà, et il y a ce problème de conflit du Sahara au milieu. Ouais. Et le fait de la relation déséquilibrée, effectivement, le choix d'accorder la priorité à l'Algérie, évidemment, a fâché le Maroc. S'il y a de bonnes relations avec l'Espagne, c'est parce que Madrid a normalisé ses relations avec Rabat. On a tenté de régler le problème de l'immigration qui est très important. Et puis, il y a cette fameuse reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce que ne veut pas faire la France. Oui, que en pensez-vous? La question qui se pose, c'est qu'il y a eu ce qu'on a appelé le Hirak en Algérie en 2019. Le premier printemps arabe s'est situé en Tunisie en 2011. Le Maroc a pactisé avec le parti islamique pour former un gouvernement. De tous ces changements, de toutes ces révolutions, selon le proverbe français, on pourrait dire « tout change pour qu'à la fin, rien ne change ». Quel est votre avis, Rachid Temal ? Là, vous parlez de 3 situations qui ont des vraies différences. J'ai envie de dire que pour la Tunisie, ça a bien commencé, mais ça termine quasiment pire qu'avant. Quand même, l'évolution du régime actuel, que ce soit sur les institutions, sur la pratique du pouvoir, est quand même assez compliquée. Sur l'Algérie, c'est vrai qu'on a le sentiment que tout est fait pour qu'on revienne à la case départ. Sur le Maroc, il y a quand même une capacité à se régénérer, je trouve, démocratiquement, qui est un peu plus loin. Donc, ces 3 situations, j'ai envie de dire, assez différentes, mais qui ont un point commun, c'est-à-dire la difficulté à la fois des sociétés assez figées, face à un pouvoir qui quand même bloque les choses. Et on voit bien que ces 3 pays-là ont un peu, je pense, du mal à concevoir ce qu'est le XXIe siècle, et notamment l'évolution de leur population comme une société, j'ai envie de dire, libre. Donc, mais voilà, il y a beaucoup de points communs, beaucoup de différences. Voilà ce que je peux dire sur cette comparaison, j'ai envie de dire. Pierre Lelouch, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que vous aviez raison dans votre question. Dans votre question, vous aviez raison. Plus ça change, plus c'est la même chose. Le régime marocain s'est maintenu en cooptant dans un premier temps la mouvance islamiste, et puis il l'a en quelque sorte enzymé, puisqu'ils ne sont plus au gouvernement, le roi est toujours là, solidement, et le pays, ma foi, se développe, et se développe plutôt bien en Afrique. La situation en Algérie est absolument inchangée, c'est-à-dire que les mêmes sont toujours au pouvoir, un mélange de militaires et d'appareils sécuritaires qui se maintient au pouvoir et qui vit, comme l'a dit d'ailleurs à juste titre le président de la République, dans des crises permanentes avec l'ancien colonisateur, exploitant une rente mémorielle qui ne s'épuise jamais. Voilà, donc ils sont solidement au pouvoir. Et les Tunisiens sont revenus à un régime ultra-autoritaire, sans parlement, dimension ouvertement raciste à l'encontre des populations subsahariennes qu'il est en train de nous exporter en France. Donc c'est assez cataclysmique pour la Tunisie, qui est extrêmement pauvre et qui est en crise très profonde. C'est l'état normal dictatorial, autoritaire et dans une gabegie économique considérable en Algérie. Le pays qui s'en sort le mieux, c'est le Maroc, qui a surmonté tout ça. Et la France réussit le prodige de se disputer avec tout le monde, et pour la première fois, de se disputer en même temps avec l'Algérie et le Maroc, ce qui est quand même sans précédent dans l'histoire. D'habitude, on avait une pyramide des âges vieillissante, et que le continent africain notamment, il y a une pyramide d'âge plutôt jeune. Ça, c'est un fait, et c'est pas lié, voilà, c'est un fait. Après, quand vous êtes jeune en Algérie, pour un peu les connaître, en fait, il y a pour faire simple, il y a à peu près 2 façons. Il y a ceux qui essaient dans le système actuel, beaucoup maintenant font ce qu'on appelle du commerce en Algérie, donc essaient de vivre en Algérie, et beaucoup essaient de quitter l'Algérie. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, notamment sur les côtes espagnoles, etc., beaucoup d'Algériens qui essaient de fuir, parce qu'ils se disent que dans leur propre pays, il n'y a pas d'horizon. Ils ont parfois fait des études, mais sans perspective économique, sans perspective. Il y a la question qu'on dit depuis des années sur l'Algérie, la question de la crise du logement. C'est toujours une réalité. D'emploi, c'est toujours une réalité. Et tout ça permet... Oui, mais vous êtes en train de dire que c'est une défaite politique. Pour qui ? Pour l'Algérie. Que ces jeunes quittent le pays. Oui, il y en a qui restent, il y en a qui partent. Mais parce que le pouvoir aujourd'hui ne donne aucune perspective à sa jeunesse. Comme l'était le précédent gouvernement et avec le président de la République. Et la vérité incontestable. Ce qui s'est passé ensuite, après la décolonisation, et
Je rappelle que le général de Gaulle est parti d'Algérie précisément à cause de ce facteur démographique et la crainte de voir des vagues migratoires. Il voulait tourner la page de cette histoire vers l'Algérie. On a vu arriver des vagues migratoires, avec la bénédiction d'ailleurs du patronat français à l'époque, qui faisait venir des dizaines, d'abord des gens sans leur famille, puis après le regroupement familial en 1976. En tout cas, je vais vous parler de l'Algérie, parce que je suis d'accord avec vous, c'est des choses différentes. Sur l'Algérie, c'est à la fois une question intérieure et une question extérieure. D'abord parce que c'était 3 départements. Bon. Et deuxième chose, si on se fait des choses tranquillement, personne n'a, entre guillemets, soldé la question de la guerre d'Algérie dans notre pays. Si je prends les formations politiques, je vais commencer par ma famille, la gauche. La gauche est celle qui a permis les pouvoirs spéciaux à l'armée, avec tout ce que ça a engendré derrière. Donc elle n'a jamais voulu échanger, discuter, regarder en face son histoire. La droite, c'est celle qui, le 13 mai 58, rappelle de Gaulle en espérant conserver l'Algérie. Je vous ai compris. Et c'est celui qui fera l'indépendance. Donc aucune des formations politiques dans notre pays, en tout cas les majeures jusqu'à ces dernières années, n'ont évoqué cela. D'ailleurs, à tel point, quand vous évoquez la question avec notamment les Français d'Algérie, ils ont débarqué, on leur a dit, ne nous emmerdez pas, on est en août, passez votre chemin. Les harkis, pareil. Donc je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais fait ce travail-là. Donc moi, je suis d'accord avec la phrase de M. Nora, mais en disant que les mémoires, elles divisent, c'est vrai, mais elles sont surtout d'abord complémentaires. Je pense que là, je rejoins Rachid Temal. Je crois qu'il y a une vraie différence entre l'Algérie et les deux autres. L'Algérie, c'était 3 départements français. Et donc, il y a ce lien qui est, en tout cas, des deux côtés très important, et surtout du côté algérien. Dans les deux autres cas, la Tunisie, qui était un protectorat, et le Maroc, qui a toujours été un royaume, il y a 2 histoires différentes. Et peut-être un éloignement plus grand par rapport à la France et moins d'exploitation de cette histoire de mémoire. Au contraire, les Marocains sont très patriotes, très nationalistes. Mais généralement, je considère que ce mélange des genres, que cultive d'ailleurs, à mon sens, à tort le président de la République, ne rend service à personne. La majorité de la population dans les pays du Maghreb n'était pas là pendant la décennie. Et les 3 pays n'en font pas face aux mêmes questions. Et puis en plus, là, il faudrait repartir du Maghreb. En Tunisie, on regarde beaucoup la Libye, on regarde vers le sud. La question du terrorisme n'est pas posée de la même façon qu'en Algérie. Et la question du Polisario pour le Maroc est une question qui relève aussi du terrorisme. Chacun a au fond son propre terrorisme, sa propre histoire et surtout sa propre géographie. Et tout ça fait que l'Algérie, avec ses deux territoires, sa bande côtière et le reste. Et donc, il y a donc là des politiques qui ne peuvent pas être coordonnées. Et comme il n'y a pas une vision d'avenir commune, chacun de ces 3 pays ne tire pas dans la même direction. Il veut d'abord solder des problèmes intérieurs avant de solder des problèmes globaux. Bon, il fut un temps avec une volonté et sort les résultats. Après, c'est des économies très différentes et je crois qu'aucune de ces 3 économies n'a aussi réussi à avoir un niveau. Alors l'Algérie a son rapport à l'hydrocarbure, mais aucun des 3 pays n'a un niveau de capacité de manufacture qui est conséquente, qui vous permet de commercer. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire quand vous voulez dans le monde, il faut vendre. Est-ce qu'ils ont des services formidables? La réponse c'est pas vraiment. Est-ce qu'ils ont de la manufacture? La réponse c'est pas vraiment. Donc c'est très compliqué pour eux d'aller commercer. Ensuite, les 3 pays ont du mal à commercer ensemble. D'abord l'Algérie et la Tunisie, ça fait 40 ans qu'ils s'ouvrent la frontière, qu'ils ferment la frontière. On peut difficilement. Entre le Maroc et l'Algérie, ça fait 40 ans que ça dure. Les frontières se ferment, de temps en temps elles s'ouvrent. Convenez que c'est pas facile pour faire du commerce ensemble. En plus, les 2 pays ont une vision historiquement de Panafrique et ils sont en concurrence aussi sur ces questions-là. Quant à la Tunisie, c'est un peu plus compliqué. Son rapport économique à l'Algérie est plus dépendant, je trouve. Et c'est vrai, même d'un mot sur la sécurité, qui d'ailleurs impacte l'économie. C'est que vous êtes quand même, quand vous prenez les 3 pays du Maghreb, à leur est, ils ont un pays totalement détruit qui s'appelle la Libye. Et là, vous avez quand même une bande terroriste qui plonge jusqu'au Tchad. Et par le sud, vous avez notamment le Mali, avec ce qu'on a connu là. Donc, convenez qu'en termes de sécurité, en général, le business et la sécurité, ça fait pas vraiment bon ménage. Donc, les 3 pays ont, donc, à la fois un problème interne à construire une économie et un problème derrière ça à avoir un pôle de stabilité. Pour autant, moi, je pense que l'avenir du Maghreb, c'est pas la manufacture, c'est les services. Et notamment pour les Marocains et les Tunisiens. L'économie algérienne, elle est très différente. Pourquoi? Parce que les Marocains et les Tunisiens, ils ont un avantage comparatif par rapport à tout le reste de la Méditerranée, c'est qu'ils ont en commun une culture,
en bonne partie une langue. Et puis, les fameux échanges migratoires dont on parle, ils ont construit des savoir-faire de prise en charge des gens, des savoir-faire médicaux, des savoir-faire hôteliers, des savoir-faire... Je pense qu'il y a un énorme marché d'économie du service autour de la prise en charge des riches européens dans les pays plus pauvres du sud de la Méditerranée, la Tunisie et le Maroc. Venons-en à la question sur pourquoi est-ce que ces trois pays ne coopèrent pas. Pour une raison simple, dans le cas de l'Algérie, qui est le pays le plus riche, les choix de la direction militaro-sécuritaire hydrocarbures et de vivre de cette rente-là, et ils n'ont pas développé le pays. Les choix de Ben Ali, c'était le tourisme de masse européen, et ça a à peu près fonctionné, mais le reste du pays est très pauvre, et ça a donné la révolution de 2011. Le Maroc, lui, a fait des efforts de développement et d'industrialisation qui sont considérables. Et je vous recommande, par exemple, d'aller à Tanger et regarder, y compris ce que nous avons fait, y compris quand j'étais au gouvernement, en termes de délocalisation contre l'emploi en France. On a fabriqué des usines d'automobiles, on a exporté des moyens de transport modernes. Le Maroc a construit un système bancaire, un système de services qui est extrêmement performant dans le monde africain. Et eux, ils sont en train de bâtir une économie qui est assez convaincante. Après, il reste naturellement la question du Sahara occidental et la tension avec l'Algérie, qui est un frein supplémentaire à la coopération entre le Maroc et l'Algérie. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les idées d'un grand Maghreb économique n'existent que dans les rêves des Européens. C'est pas dans la tête des acteurs sur place. Chacun a son mode de développement. Je ne sais pas si c'est une constante du monde arabe, peut-être. Mais en même temps, moi je note que, pour le regretter d'ailleurs, que les pays qui ont de l'argent dans le Golfe mettent très peu d'argent dans le Maghreb. La Tunisie a besoin d'investissement. L'argent, il vient pas du Golfe, par exemple. Et c'est tout à fait regrettable. Donc il n'y a pas de communauté là aussi d'envie de développer ces pays qui pourraient l'être. Merci Pierre. C'est dû à l'échec général du système. Rien n'est plus important pour la France que le Maghreb. Et j'ajouterais, rien n'est plus important dans le Maghreb pour la France aujourd'hui que l'Algérie retrouver un chemin de coopération et un chemin de coexistence qui débouche sur quelque chose de plus large. Je crois que, oui, c'est une chance. Je crois que nous devons faire quelque chose. Nous sommes obligés de le faire d'ailleurs, parce que c'est notre intérêt et parce que nous trouverons aussi des retours très positifs dans notre société française qui regarde cela comme une sorte d'ovni qui est trop difficile à gérer, quoi. Il faut y aller. Rachid Temal, moi, je vais vous dire très simple, j'ai un rêve. Moins de 20 ans, à peu près, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu le traité de l'Élysée. On est 60 ans après. Il faudrait un traité, soit l'Élysée, soit d'Alger. Entre la France et l'Algérie, je crois que c'est ce qui est maintenant l'enjeu pour la France, notamment dans cette zone-là du monde. C'est pas trop tard, vous pensez pas? Je ne pense pas. Les populations sont, comme vous le disiez, les populations sont toujours là. Hein. La réalité, elle est toujours là. Donc je pense qu'il faut maintenant aller vers cela. Un traité, je pense, d'amitié entre les deux peuples. كما شفتوا الاخوان يعني لا اعاده للتكرار، ولكن النقط المهمه اللي بغيتكم تردوا لها البال ربما رديتوا لها البال، ان حسيت بان الجزائري المفرنس اللي يعشق فرنسا بهذا المعنى، اللي كيدافع على فرنسا بهذا المعنى، فاش يجي يدير مقارنه ما عطاش المغرب حقه واعتبره بحاله بحال كاع البلدان، في عوض ان المحلل التونسي عطى المغرب حقه، وحتى الوزير السابق عطى المغرب حقه كمملكة، ولكن هذاك الجزائري سبحان الله ما بغاش يعطي المغرب حقه. يعني انتم تحكموا واعطوني جواب ديالكم في التعليق. كتب لي التعليق شنو بالك في هذا الشيء، شنو استنبطي من خلال هذا الحوار اللي محايد ما فيش مغاربه. هذا الحوار ماشي محايد ولكن ما فيش المغاربه باش ما يكونش تاثير. حنا غنديروا الحكم على هذا المقطع هذا. اعطينا الراي ديالك، شنو بان لك، شنو كتعرف على بيير لولوش معروف، وكذلك على هاد الجلسه شنو بان لك فيها. اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساش لايك واشتراك. تهلاو.